des travaux sur ce budget. La parole est au rapporteur Jean-Louis Bricout. Merci Monsieur le Président, je salue notre rapporteur et je salue tous, chers collègues. Réussir la transition énergétique suppose effectivement d'engager la transformation des deux secteurs les plus énergivores en France. D'abord le bâtiment qui a représenté 44% de la consommation énergétique finale et 18,1% des émissions de gaz à effet de serre en 2021. Et ensuite, bien sûr, les transports qui ont consommé 31,3% d'énergie finale et émis 30,8% des gaz à effet de serre, dont plus de 94% issus du seul transport routier. Le programme 174 donc entend agir sur ces deux secteurs sur lesquels je veux concentrer mon propos, considérant qu'ils couvrent plus de 90% des crédits. Sur le bâtiment d'abord. J'ai pour habitude de dire que rénover les logements est bon pour l'environnement, bon pour l'économie, bon pour le pouvoir d'achat. L'action 2 du programme fait la synthèse de ces trois enjeux à travers le financement de MaPrimeRénov' et du chèque énergie. MaPrimeRénov' d'abord est réformée en 2024. Elle est déclinée donc en deux piliers. Un pilier performance ciblant les projets de rénovation globale avec au moins 2 sauts de classe du diagnostic de performance énergétique et un pilier efficacité pour remplacer les modes de chauffage carboné. L'aide forfaitaire ne sera plus accessible notamment aux propriétaires de logements énergivores qui relèvent en fin de compte du pilier performance. Un rééquilibrage des aides qui va pour moi dans le bon sens. Il faut pouvoir isoler le bâtiment avant de décarboner sa consommation énergétique bien évidemment et particulièrement dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie. Vous le savez, les crédits consacrés à MaPrimeRénov' sont répartis entre plusieurs programmes budgétaires. D'abord, le programme 174 qui nous est renvoyé pour avis, le programme 135, cohésion des territoires, et le programme 362 du plan de relance. Si l'on additionne ces trois programmes, le financement pour 2024 s'élève à 3,7 milliards d'euros, soit une hausse conséquente qu'on salue de 916,3 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 134,3 millions d'euros en crédit de paiement. Mais une augmentation qui ne correspond pas aux annonces du gouvernement d'une augmentation globale normalement de 1,6 milliard d'euros. J'ai interrogé l'administration pour savoir où se trouvaient les crédits manquants. Pour l'instant, on n'a qu'une réponse qui est très incomplète. On a deux remarques à ce stade. Ces crédits manquent à minima et un minimum de lisibilité, de visibilité. Deuxièmement, par ailleurs, le budget affecté à MaPrimeRénov' nous paraît insuffisant au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de la crise énergétique actuelle. En 2022, seules 65 000 rénovations globales ont été réalisées. Le chiffre devrait rester d'ailleurs comparable, stable en 2023. Or, le gouvernement prévoit de tripler le nombre en l'espace d'une seule année. Un objectif inatteignable sans une véritable massification des aides. Rappelons que le Haut Conseil pour le climat considère qu'il faudrait effectuer 370 000 rénovations globales par an dès maintenant, aujourd'hui et demain tout de suite, et 700 000 par an à partir de 2030. Outre les enjeux budgétaires, la rénovation énergétique des bâtiments se heurte à plusieurs difficultés. On propose dans cet avis budgétaire plusieurs pistes pour les résoudre. D'abord, premièrement, de renforcer l'accompagnement et la confiance des ménages. Il y a un véritable besoin de réassurance et d'accompagnement personnalisé, tant en raison de la complexité des aides que des risques de fraude. Les espaces France Rénov' et le déploiement de Mon Accompagnateur Rénov' dans les intercommunalités nous paraissent plus que nécessaires. Il y a lieu de proposer un accompagnement à la fois technique, administratif, financier, quelquefois même social, tout au long du projet de travaux. À mes yeux, cet accompagnateur Rénov' doit disposer de compétences particulièrement variées, allant de la délivrance du conseil pour le porteur de projet à l'élaboration d'un plan de financement. Il doit être clairement identifié, présent surtout sur l'ensemble du territoire, et son parcours doit apporter des garanties suffisantes d'indépendance. Deuxièmement, rendre plus fiable le DPE. Cet outil doit devenir incontestable. Ce n'est pas encore le cas malheureusement aujourd'hui, d'autant que l'accès à certaines aides dépendra de lui. Les pratiques des diagnostiqueurs doivent être donc homogénéisées et leur formation certainement renforcée.
Troisièmement, lutter contre la fraude, le démarchage agressif des consommateurs, les pratiques commerciales quelquefois trompeuses, y compris d'entreprises disposant du label RGE qui garantit pas tout malheureusement. Le secteur est marqué par l'importance des tentatives de fraude. Il semble nécessaire de donner les moyens à l'ANA et à la DGCCRF de renforcer les contrôles aléatoires et de sanctionner ces pratiques. Quatrièmement, sur le traitement du reste à charge des personnes modestes, les personnes et les ménages très modestes doivent financer en moyenne tout type de travaux individuels confondus, un reste à charge d'environ 50%. Il y a donc un décalage entre les objectifs de rénovation énergétique et les capacités contributives réelles des familles. Et les prêts financiers, que ce soit l'éco-PTZ et le prêt avance rénovation, montrent leurs limites. Je propose de transformer ce préavance remboursable en une préavance rénovation en une avance remboursable dont le montant sera indexé sur la valeur du bien. L'action 2 du programme 173 finance également le chèque énergie. Les crédits autour de 900 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 800 millions d'euros en crédit de paiement sont stables par rapport à 2023. Le chèque n'est attribué qu'aux ménages très modestes avec un montant moyen de 148 euros pour cette année, soit à peine 10% des dépenses énergétiques. Il est pourtant reconduit à l'identique, ce qui paraît paradoxal, en 2024, un choix quelque part difficilement compréhensible. J'ai donc déposé un amendement revalorisant d'une part le montant du chèque et augmentant le plafond de revenus des ménages éligibles. Les travailleurs pauvres, aujourd'hui exclus du dispositif, doivent pouvoir en bénéficier. Enfin, contrairement aux tarifs sociaux de l'énergie, le chèque énergie n'est pas lié à la consommation énergétique des ménages. Pourtant, suivant la zone climatique, les écarts de consommation et donc de facturation peuvent aller jusqu'à 500 euros. Je propose de réfléchir à une modulation en fonction du climat, en fonction de l'indice climatique des régions. Le verdissement des transports ensuite. La transition vers un parc automobile décarboné ou peu polluant est inévitable. Pour réduire d'abord nos émissions, pour assurer une bonne qualité de l'air, d'où l'action 3, aide à l'acquisition de véhicules propres. Il s'agit de financer divers dispositifs aidant particuliers et entreprises à renouveler leurs véhicules. Les crédits portent sur le bonus écologique, la prime à la conversion, le dispositif de leasing social, l'appel à projet écosystème véhicules lourds électriques, le soutien au déploiement de bornes de recharge. L'enveloppe est de 1,5 milliard d'euros, 200 millions de plus que l'année dernière. Je note que nous manquons de visibilité sur la répartition, en fin de compte, cette aide prévisionnelle des crédits, pas encore connue à ce jour. Pour ce qui est du bonus écologique, 325 000 ont été attribués en 2022 pour 1,16 milliard d'euros. Donc je tiens à saluer l'entrée en vigueur fin 2023 d'un nouveau critère d'éligibilité, le score environnemental. Il prendra en compte donc l'empreinte carbone du véhicule depuis la production de la matière première jusqu'au transport du véhicule sur son lieu de distribution. Ensuite, la prime à la conversion pour basculer le parc vers les véhicules peu polluants électriques à hydrogène classé critère 1. Les véhicules rétrofités et les vélos à assistance électrique sont également inclus. En 2022, près de 92 000 primes ont été attribuées pour environ 250 millions d'euros. Une surprime allouée aux zones à faible émission, mobilité et en outre-mer renforce la dimension sociale de cette aide qui est attribuée sous condition de ressources. La transformation du parc automobile nécessite l'accès de tous aux véhicules électriques, avec une présence suffisante de bornes de recharge à un tarif compétitif et sur l'ensemble du territoire. Les mesures en faveur de leur développement doivent bien sûr se poursuivre. Et concernant les bornes privées, 1,4 million de points de recharge, les crédits d'impôt, la réduction de TVA, le programme Advenir financé par les C2E permettent l'accompagnement des particuliers et des entreprises. Les 100 000 points de recharge ouverts au public sont quant à eux loin des 400 000 prévus par le gouvernement d'ici à 2030. Par ailleurs, pour assurer la transition vers l'électrique, la tarification de l'électricité doit rester compétitive par rapport aux énergies fossiles. À ce titre, les prix élevés des recharges électriques dans les grandes surfaces ou dans les aires d'autoroute interrogent. Enfin, qui dit accès de tous aux véhicules propres, dit aussi accompagnement des foyers à revenus modestes. Parce que le coût de l'acquisition est rédhibitoire, il est proposé de financer le leasing social dès le 1er janvier 2024. Une location
de véhicules électriques au score environnemental aussi minimal des 100 € par mois. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je proposerai par amendement la création d'une aide personnalisée à la mobilité calquée sur l'aide APL pour le logement. Le montant de cette aide serait progressif sur critères sociaux, géographiques, les ZFE notamment, et sur critères d'usage. Il me reste donc en guise de conclusion d'abord à remercier nos deux administratrices, Stéphanie et Anaïs, et pour le rapport qui est déterminant, et vous toutes et tous pour votre attention. Merci.